Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Organisation mondiale de la santé recommande l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Au-delà de cette période, le lait maternel ne suffit plus à lui seul pour couvrir les besoins nutritionnels de l'enfant. Il faut donc diversifier l'alimentation de ce dernier à travers l'introduction de nouveaux aliments tout en poursuivant l'allaitement maternel jusqu'à 2 ans, l'âge recommandé par l'institution internationale OMS. Pour s'imprégner de la diversification alimentaire et du sevrage du nourrisson, je reçois sur ce plateau le docteur Marcos Dousso. Il est pédiatre. Merci, docteur, d'avoir accepté une énième fois notre invitation. Bonsoir, madame la journaliste. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est un plaisir et merci pour l'honneur que vous me faites en m'invitant encore à nouveau. Merci beaucoup. Tout de suite, l'entretien. Docteur, avant de poser ma première question, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que précédemment, nous avons parlé de l'allaitement maternel, de ses bienfaits plus précisément. Docteur, j'ai envie de vous demander, selon la thématique du jour, ce qu'on n'entend pas diversification alimentaire et sevrage. Alors, comme vous avez commencé déjà par le dire, nous avions recommandé l'allaitement maternel exclusif. Ça veut dire que c'était un seul repas. Bon, je vais parler plutôt d'aliments, qui est le lait maternel qui était recommandé. Donc là, il faut varier. Parce qu'à partir de 6 mois, le lait maternel ne suffisant plus pour couvrir les besoins de l'enfant, il est donc demandé d'introduire de nouveaux aliments dans le régime alimentaire du nourrisson. Et c'est ça qui définit la diversification. Mais dans le même temps qu'on introduit de nouveaux aliments, c'est qu'on doit retirer progressivement. Là, j'insiste sur la notion progressive. Donc, progressivement, le lait maternel, et pour qu'à un moment donné, on arrête maintenant de donner le lait maternel, ce qui constitue le sevrage. Il ne faut pas voir ici le sevrage comme la fin. Il faut voir le sevrage comme un processus progressif. Puisqu'on ne se lève pas du jour pour dire, tiens, je ne donne plus le lait maternel. Ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'on parle de sevrage uniquement lorsqu'on arrête de donner le lait maternel à l'enfant. Oui, je suis d'accord avec vous que si on veut rester calé sur la définition du mot sevrage, ça veut dire privé de. Donc, c'est ce que ça sous-entend. Mais ici, quand on parle du sevrage de l'allaitement maternel, qui est un concept bien donné, c'est qu'il faut comprendre que c'est un processus progressif. Donc, dès lors qu'on commence par introduire de nouveaux aliments, donc dès lors qu'on commence la diversification, c'est qu'on a déjà commencé un sevrage. Alors, dites-moi, comment doit se passer progressivement le passage du lait maternel exclusif au biberon, par exemple? Effectivement, la diversification commence naturellement par des aliments liquides. Comme vous le savez, le lait maternel est un aliment liquide. Et dans la tendance, c'est qu'on a l'habitude à le donner dans le biberon. On pourrait donner le nouvel aliment qu'on introduit, on pourrait également le donner à la tasse. On pourrait le donner avec de la cuillère. Donc, c'est pour rester un peu dans le sens de votre question que je fais cette clarification. Donc, les premiers aliments qui sont donnés, et naturellement, à partir de 6 mois, mais on sait qu'il y a quelques cas où on fait la diversification plus tôt. Donc, ces premiers aliments qui sont donnés, habituellement, c'est les jus. C'est la bouillie. Nous sommes d'accord, la bouillie de céréales et autres. Et donc, lorsque vous devez donner cela, c'est que vous donnez par le biberon avec la tétine qui s'apparente un peu au mamelon. Donc, c'est pour ça que, en fait, la notion de biberon ressort. Et donc, il faut comprendre que l'âge auquel il faut commencer, habituellement, c'est 6 mois. Mais dans quelques cas, on peut commencer avant 4 mois, mais pas avant. Pas avant 4 mois, mais il n'est pas rare de constater qu'il y a certaines femmes qui, pour des raisons diverses, déjà à 2-3 mois, donnent de la bouillie ou même du lait artificiel, au-delà du lait artificiel, de la bouillie ou même de la sauce préparée avec des accompagnements divers à l'enfant. Est-ce que ça s'explique? Est-ce que ça doit se faire? Bon, ça s'explique. Maintenant, est-ce que ça doit se faire? C'est non, ça ne doit pas se faire.
Alors, ça s'explique parce que dans l'entendement des mères, une fois que nous donnons quelque chose pour calmer la faim de l'enfant, bon, c'est que ça peut se faire. Et vous savez, il y a des pratiques qui s'enseignent de bouche à oreille, et donc qui amènent les mères à le faire. Mais c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance pourquoi? Je donne souvent un exemple en consultation, bon, qui choque un peu certains parents, mais qui illustre bien la question. Est-ce qu'un parent peut accepter que son enfant de 12 ans, par exemple, commence par avoir des rapports sexuels? C'est difficile. C'est difficile. Pourtant, l'appareil génital est là, peut accomplir l'acte, mais n'est pas mature. C'est la même chose. L'appareil digestif de l'enfant qui a 2 mois, si vous lui donnez de la bouillie, lui, il va l'avaler. Mais il ne peut pas assurer la fonction dédiée à la digestion, qui est que quand vous mangez, l'organisme doit décomposer les aliments que vous prenez pour que finalement vous puissiez bénéficier des nutriments. Donc, c'est comme si on donnait de la boue, c'est comme si on donnait du sable à un enfant qui ne peut pas digérer. Donc, finalement, on calme la faim de l'enfant, mais nous, en consultation, on remarque que souvent le poids ne suit pas. Donc, il y a une croissance anormale. Il y a une croissance anormale. Et puis, au-delà même de la croissance, n'oubliez pas que l'alimentation permet également de lutter, de protéger les enfants contre les infections. Donc, c'est des pratiques également qui amènent à la diarrhée, qui amènent à des infections et qui créent beaucoup d'autres problèmes. Et bon, donc, vraiment, c'est des pratiques qu'il faut vraiment déconseiller. Parce que la maturation, vraiment, du tube digestif commence habituellement à partir de 4 mois. Bon, chez les enfants qui sont vraiment un peu plus... Enfin, chez qui ça se passe vraiment au meilleur des cas, c'est 3 mois. Sinon, classiquement, c'est 4 mois. Et on préfère rester prudent pour dire jusqu'à 6 mois. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une mère puisse donner la bouillie ou autre aliment à son nourrisson, à son bébé de 3 mois, de 4 mois? Bon, c'est l'ignorance. Au-delà de l'ignorance. Au-delà de l'ignorance, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on va dire la pauvreté? Je ne pense pas. Oui, la pauvreté. Non, je ne pense pas. Parce que la maman a le lait maternel. Et si elle a un problème et le lait maternel ne sort pas suffisamment, parce qu'on en a discuté la dernière fois, si je me rappelle bien, on a parlé de cet aspect-là dans des cas où le lait maternel ne sort pas assez chez certaines mamans. Non. Dans ce cas, qu'est-ce que la mère fait? Là, il faut nuancer. Il y a effectivement des cas où les mères ont des difficultés, où ils n'ont pas vraiment le lait maternel pour donner. Mais ces cas-là sont rares. Ou même la qualité du lait maternel. Ces cas-là sont rares. Ah bon? Les cas qu'on observe souvent, c'est que justement l'enfant prend bien le lait maternel et quand il prend le lait maternel, il digère très vite. Ça fait qu'il en demande tout le temps. Et c'est justement ça qui lui permet dans une journée, par exemple, de prendre jusqu'à 750 ml, 1 litre de lait maternel. Donc, ce que la maman a plutôt à faire quand elle n'a pas le lait maternel suffisamment, c'est de manger davantage, c'est de faire en sorte à avoir plus de lait maternel à donner, se rendre disponible pour le faire. Mais ce qu'on observe souvent, c'est que c'est quoi? C'est que la maman, comme l'enfant demande tout le temps, la maman pense que ça ne suffit pas et elle est pressée pour commencer une diversification précoce sur un tube digestif qui n'est pas mature, ce qui va exposer. Parce que quand on veut retirer le lait maternel, c'est parce que d'abord c'est un aliment qui est unique, on a vu, qui répond à tous les besoins, jusqu'à 6 mois. Si on demande de diversifier, c'est parce qu'on se dit qu'à partir de 6 mois, les besoins ne sont plus couverts. Et vous voyez, le lait maternel est un aliment unique. De sorte que pour le remplacer, il faut plusieurs types d'aliments pour pouvoir combler tous les nutriments que le lait maternel donne plutôt. Voilà. Vous voyez. Donc, je ne vois pas, si on a le lait maternel qui est disponible, pourquoi ne pas faire cette option et choisir une option qui est compliquée. Moi, je pense que c'est vraiment l'ignorance. Quand il dit l'ignorance, ce n'est pas pour qu'on insulte les mères, c'est beaucoup plus profond. Et il nous revient vraiment d'informer et de sensibiliser. C'est d'ailleurs ce à quoi nous nous attelons sur ce plateau. Nous allons marquer une courte pause, docteur Doussor, et nous allons faire un tour à la régie pour suivre le témoignage de Dame Gbegonde Claudia.
Claudia Dossou Begondé, entrepreneur et mère de 3 enfants ayant expérimenté les 2 sortes d'allaitement, le premier exclusif jusqu'à 6 mois et l'autre miss à cause des contraintes liées au boulot. Comme toutes les jeunes mamans, Dame Begondé a été confrontée aux difficultés du sevrage, mais grâce aux orientations du pédiatre et de ses proches, elle aura sevré au mieux ses enfants. Je disais à l'enfant, bientôt tu es en train de grandir, hein? Tu vas laisser le sein, donc tu vas commencer par bien manger. Et la nuit, je lui ai changé de chambre pour qu'il ne soit pas à côté de moi. Et je suis passée de 3 tétés à 2 dans la journée. Et la nuit, au début de la nuit, je lui donnais ça. Mais à un moment donné, je me suis séparée de lui. J'ai remplacé cela par les yaourts. Il y a les jus de fruits naturels que je fais maison. Il y a aussi la viande hachée avec vermicelle. Et je lui donne, les repas étaient enrichis pour qu'il ne sente pas un décalage pour sa croissance. Donc j'enrichissais ces plats. Il y avait les purées de pommes de terre avec le jaune d'œuf, avec un peu d'huile, un peu de sel que je lui donnais progressivement. Il y avait aussi notre pâte. Ça peut être la pâte du Kosset d'Ignam appelée la pâte noire avec la sauce crin-crin, un peu de doevi dedans, les petits poissons feuilletés là, oui, feuilletés, oui. Et aussi un peu comment on appelle, poivre, un peu avec un peu de sel, je lui donnais ou bien la pâte blanche. D'une bonne préparation psychologique à une bonne diversification des repas, en passant par les astuces de nos grands-mères, tous les moyens ont été bons pour cette maman afin d'assurer une bonne croissance à ses enfants. Mais toutes ces méthodes sont-elles vraiment adaptées et conseillées? La réponse à cette interrogation est à suivre avec le docteur Marcos Doussor dans la suite de votre émission Santé Plus. Alors moi, dans cet élément, j'ai apprécié plusieurs points positifs. Le premier point positif, c'est qu'elle a parlé à son enfant. Parce que souvent, on pense que les enfants sont dépourvus d'émotions et que dès qu'on veut les sevrer, voilà, ça va se passer comme ça, on va le leur imposer. Elle a parlé à son enfant. Elle a préparé psychologiquement l'enfant. Elle a préparé psychologiquement l'enfant, ça c'est un point positif. L'autre point que je note également, c'est qu'elle a usé d'astuces pour amener en fait à un petit détachement. Elle faisait dormir l'enfant dans une autre chambre. Dans une autre chambre, voilà. Et aussi, elle a introduit les aliments qu'il faut, par lesquels il faut commencer. Puisqu'elle a commencé par le yaourt, qui est un produit laitier. Elle a commencé par le jus de fruits. Vous voyez, elle a commencé par les bouillies à base de céréales. Et ça répond vraiment aux aliments par lesquels il faut vraiment commencer. Après, bon, elle a mis la viande hachée et tout ça. Donc, on voit que dans cette diversification, l'alimentation qu'elle propose est vraiment quelque chose de varié. Et quelque chose vraiment d'équilibré qui apporte plusieurs nutriments à l'enfant. Donc ça, vraiment, je pense qu'on peut lui tirer un coup de chapeau. Si on devait la noter, je lui donnerais la note 18. Alors, dites-moi, docteur Doussor, comment introduire les aliments? Alors, pour l'introduction des aliments, il y a quelques principes qu'il faut respecter. Premièrement, c'est qu'il faut introduire l'aliment un à un. Il n'est pas question dans une même journée d'introduire des jus de fruits et d'introduire le yaourt en même temps. On peut choisir aujourd'hui d'introduire un jus de fruits, demain introduire un autre jus de fruits, après demain introduire le yaourt. Pourquoi? Parce que ça permet de ne pas mettre la pression à l'enfant. Et ça permet également, en cas d'allergie, de savoir l'aliment qui a été à la base pour qu'on puisse retirer cet aliment. Vous voyez? Et puis, quand vous introduisez les aliments comme ça, vous ne savez pas quelle est la tolérance. Parce qu'il y a des aliments qu'on peut introduire à un enfant qui va faire la diarrhée, qu'on va introduire à un autre enfant qui ne fera pas la diarrhée. Donc, c'est déjà ça. L'autre principe, c'est qu'il faut commencer petitement. Il faut commencer par de petites quantités et donner plusieurs fois. Il ne faut pas penser que dès le jour où on commence, l'enfant va prendre comme ça se doit. Non. Je l'ai dit tout à l'heure, les enfants ne sont pas dépourvus d'émotions. Prenons un exemple. À un âge donné, les aliments qu'il faut et comment les administrer. Bon, les aliments qu'il faut, quand je prends entre 6 mois et 9 mois, par exemple,
on introduit les aliments dont je viens de citer, mais en plus de ça, le jus de fruits, le lait, le yaourt, le lait artificiel légumes. pour les femmes qui sont fonctionnaires, qui vont au boulot. Déjà après 2 mois, ces femmes ne sont plus disposées à donner uniquement le lait maternel à leurs enfants. Donc il faut déjà introduire le lait artificiel parce qu'elles y sont contraintes. Donc le lait artificiel, après le jus de fruits, après le yaourt. Et la bouillie à base de céréales. Souvent, les bouillies, vous avez les céréales qu'on observe souvent, c'est le maïs, c'est le mil, c'est le sorgho. Et il faut que ces bouillies soient enrichies avec des légumineuses. Les légumineuses, c'est l'haricot, c'est le soja, c'est l'arachide. Et puis, ce que je recommande aux mères sur cette question, c'est que dans le carnet de santé des enfants, qui est un carnet du ministère, c'est un carnet par le qui ministère de la Santé. Où que tous les pédiatres, tous les médecins, je vais dire, les agents de santé utilisent, c'est que au niveau de la page 58, on voit bien les aliments qu'il faut donner à l'enfant et comment il faut le faire. Et la difficulté des mères ne se trouve pas souvent à ce niveau. La difficulté des mères se trouve beaucoup plus au niveau de l'acceptabilité. Comment faire pour que l'enfant accepte ce qu'on lui propose? Parce qu'une chose est qu'on sache ce qu'il doit manger, mais il faut qu'il accepte de manger. Et l'autre chose est d'avoir aussi les moyens de s'en procurer. Nous pouvons acheter de l'orange à 25 francs et pressé, comme quelqu'un d'autre peut aller et qu'on peut acheter de l'orange déjà lavé, mis dans un supermarché à 200 francs. Donc je ne pense pas qu'on soit aussi pauvre jusqu'à manquer de quoi, c'est-à-dire nourrir son enfant avec des jus de fruits. Et c'est des choses qui sont dans l'environnement immédiat, donc on peut se procurer. Il faut privilégier plutôt les aliments naturels. Parce que dans ça, vous savez, le naturel ne peut pas se comparer à ce qui est manufacturé. En matière de composition, en matière du sucre et tout ce que cela nous apporte. Donc, ce qui importe pour les mères, une fois qu'elles savent plutôt ce qu'il faut donner à l'enfant. Et pour ça aussi, on se renseigne. Vous savez, lors des séances de vaccination, il y a beaucoup des séances de sensibilisation. Des séances de sensibilisation qu'on a joint à cela qui vraiment se font et qui permettent quand même aux mères d'avoir les informations qu'il faut. Et puis, nourrir un enfant, c'est quelque chose qui s'apprend, surtout quand c'est pour une première fois. Vous avez vu Mme Ngbegon, elle est à son 3e enfant. Donc, vous voyez, avec l'expérience aussi, elle est assez... Voilà, donc pour les premières fois, certainement qu'elle a dû se rabattre sur son pédiatre ou bien également sur des membres de l'entourage, sur sa maman, sur les tantes et autres. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. Alors, dites-nous, docteur, que faire quand l'enfant refuse d'accepter les repas qu'on lui propose? Ce qu'il ne faut déjà pas faire, c'est qu'il ne faut pas le forcer. Parce que dès que vous forcez un enfant pour manger, c'est que vous lui envoyez l'information que c'est-à-dire l'alimentation est quelque chose de stressant. Et vous voyez, par exemple, il y a des mères, avant de donner le biberon à leur nourrisson, ils essaient d'abord de laisser ce biberon dans les mains de l'enfant pour qu'il joue, pour qu'il s'habitue avec. Donc, il faut aller vraiment progressivement. Et il faut savoir que les enfants, il faut varier plusieurs fois les choses. D'abord, il faut leur donner plusieurs fois avant qu'ils n'acceptent. Et il faut varier pour voir ce qu'ils vont aimer. Moi, je peux aimer prendre du riz et vous pouvez ne pas aimer prendre le riz et plutôt aimer d'autres choses. Donc, c'est leur droit. Donc, c'est en variant les choses qu'on trouve ce qu'ils vont aimer et maintenant qu'ils vont finir par le prendre. L'autre chose aussi que les parents ne font pas assez, c'est qu'il faut varier les endroits où on donne à manger. Vous pouvez donner à manger à un enfant au salon, après changer de lieu. Vous voyez, ça peut être au niveau du balcon, bien dans la chambre à coucher. Et pendant qu'on veut leur donner des choses à manger, puis ils ont des sens qui sont vraiment élevés, il faut couper la télévision. Par exemple, tout ce qui peut le distraire, il faut maîtriser ça. Et puis, il y a des enfants qui, à force de voir la maman tout le temps, qui ne va pas au service, qui est à la maison du matin au soir, qui donne le sein à longueur de journée, il y a des enfants qui ne veulent pas goûter à d'autres choses, qui font de la fixation sur le sein. Pour ces enfants, par exemple, c'est bon de les changer de lieu. Et là aussi, les pères ont un rôle à jouer. Quand on veut diversifier l'alimentation de l'enfant, c'est bien aussi que le père ou bien s'il y a des jeunes frères qui sont là, d'autres voisins qui s'intéressent à l'enfant pour que l'enfant se détache un peu de la maman. Et là, on constate que les enfants, ils refusent de manger chez la maman, mais quand ils vont ailleurs, ils mangent. Ouais, donc, c'est des astuces qui permettent vraiment aux enfants de manger. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est le gavage.
Le GABA qui consiste à boucher le nez de l'enfant, ça tue. Et je vous assure, cette année, j'ai déjà eu 2 cas de décès. Les femmes africaines ont du plaisir à le faire. Mais c'est parce que nous ne leur donnons pas toutes les informations. Si moi, je ne dis pas dans ma clientèle que j'ai eu 2 décès dus au GABA cette année, qui le saura? Vous voyez, donc c'est des choses qui se passent. À proscrire. Parce que ça, quand ça arrive, justement, on n'a pas l'information. Et nous, en tant que médecins, on ne peut pas aller dessus tous les toits, voilà, tel a perdu son enfant, et on pense que c'est la sorcellerie, que c'est ci, c'est ça, et puis voilà. Comment traiter les allergies dues aux différentes alimentations données aux enfants? En matière d'allergie, ce qui est recommandé, c'est déjà d'identifier ce qui donne l'allergie. C'est pourquoi je disais qu'il faut qu'on introduise les aliments et un à un pour qu'on puisse vraiment identifier. Quand on identifie, on retire. Il y a des aliments, on sait que ça peut donner de l'allergie au début, qu'on retire, et quand l'enfant a 3 ans, par exemple, bien, lorsqu'il est un peu plus grand, on l'introduit. Sinon, le traitement de l'allergie, c'est de retirer l'aliment qui le donne. Maintenant, il y a des cas où vraiment des enfants qui font des allergies à tout, où on gère avec des médicaments. Et vous savez, les allergies, parfois, c'est plurifactoriel. C'est-à-dire, l'enfant a d'allergies parce qu'il y a l'alimentation, mais il y a également d'autres éléments. Donc, on essaie de maîtriser. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas retirer un aliment sans avis médical. Parce que le fait de retirer l'aliment aussi, ce n'est pas sans inconvénient. C'est quand vous retirez un aliment qu'un enfant aime, il faut maintenant il faut vraiment avoir la chance de tomber encore sur un autre, de pouvoir identifier quelque chose qu'il va aimer. Donc, il faut vraiment remplacer, prendre l'avis du médecin pour qu'ensemble on analyse pour voir si ce n'est pas des allergies dues à d'autres choses plutôt qu'à l'aliment suspecté. Certaines mères ont souvent de difficultés à sevrer leur enfant. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Non, c'est vrai que le sevrage n'est pas quelque chose de facile. C'est-à-dire, sevrer quelqu'un de ce qu'il aime ne peut pas se passer facilement comme ça. Donc, les enfants vont résister un peu. Et ça, c'est normal. Maintenant, tout va dépendre du profil psychologique de la maman, de comment elle est déterminée à le faire. Maintenant, il faut savoir, comme vous l'avez dit et à l'entame de l'émission, que l'OMS recommande l'allaitement maternel jusqu'à 2 ans. Mais rien n'oblige une mère à sevrer son enfant, même dans le délai de 2 ans. Elle peut continuer à donner le sein, même au-delà. Maintenant, voyez, c'est une question qui est beaucoup plus d'ordre culturel, sociologique et tout, et même psychologique. Il ne faut pas que le fait pour elle de continuer à donner le sein soit que peut-être qu'il y a un problème avec le papa, et elle, maintenant, et quand peut-on trouve son réconfort dans l'enfant, c'est-à-dire le fait d'allaiter son enfant. Parce que parfois, c'est des pratiques qui cachent des troubles psychologiques chez la maman. Quand c'est le cas, il faut, quand nous, on identifie ces cas, on demande à la maman d'aller en consultation psychologique pour qu'on puisse voir. Nous, dans notre culture, ce qu'on constate souvent, c'est que quand les enfants commencent à sortir les canines, les canines, ça sort habituellement autour de 16 mois à 22 mois. Quand les enfants commencent à sortir ça, les mères sèvrent l'enfant. C'est pas conseillé? Ce n'est pas déconseillé. Ce n'est pas conseillé, mais ce n'est pas déconseillé. Je m'explique. L'OMS recommande jusqu'à 2 ans et au-delà. Mais lorsque la diversification elle est bien faite et que l'alimentation de l'enfant est équilibrée, il n'y a pas de problème. Même déjà à 18 mois, on peut sevrer un enfant. Donc cette pratique, 18 mois. Et 12 mois, 1 an. Non, 12 mois, c'est un peu tôt parce qu'il faut voir. Si on est contraint, on va le faire. Parce qu'il faut voir au-delà du fait que ça apporte des nutriments, qu'il y a toujours des anticorps qui protègent les enfants contre les infections. C'est-à-dire qu'il y a des bénéfices de lait maternel que le fait de sevrer plus tôt risque de nous faire perdre. Donc, je pense que si on peut maintenir, c'est bon. Donc, cette pratique dans notre culture qui consiste à sevrer les enfants de 16 mois et 22 mois, pour moi, ça ne gêne pas. On peut la maintenir. Mais c'est que le principe qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que l'alimentation est bien diversifiée, c'est que le sevrage peut être fait sans souci. Et maintenant, l'enfant est appelé à prendre le lait. Même quand il est sevré, il doit continuer à prendre le lait. Si c'est le lait de chèvre, ça ne pose pas de problème. Si c'est le lait de vache, ça ne pose pas de problème. Si c'est le lait de la maman, ça ne pose pas de problème. Mais la maman aussi est fille de quelqu'un. Alors, donc, il faut bien qu'elle ait son autonomie, qu'elle s'approprie son corps. Et il y a d'autres grossesses qui vont survenir. Quelles sont les conséquences d'un mauvais sevrage? Les conséquences d'un mauvais sevrage, dans le sens du sevrage précoce, c'est qu'il y aura des troubles psychologiques. Parce que quand l'enfant est
dans le cas d'un sevrage brutal, parce que quand l'enfant s'attache à la mère et qu'il y a un sevrage brutal, sur le plan de l'émotion, il peut ne pas comprendre. Donc, ça peut l'amener à être un enfant révolté, ça peut agir sur un développement psychomoteur. Lorsque le sevrage est précoce, la diversification risque de ne pas encore être bien faite avant que le sevrage n'intervienne. Donc là, il y a les risques de malnutrition. Et il y a les risques de carence sélective, c'est-à-dire d'anémie, de manque de calcium, de manque de zinc, qui va faire que l'enfant va tomber régulièrement malade. Il y a également le risque des allergies, parce que les aliments sont susceptibles de donner des allergies, mais dans le même temps, il y a des éléments qui sont contenus dans les aliments des nutriments qui permettent de lutter contre les allergies aussi. Donc, une mauvaise diversification avec un sevrage précoce peut également conduire à des risques d'allergie. Mais lorsque le sevrage est trop long, c'est qu'il y a un risque d'attachement par essai. Il ne faut pas qu'après, si c'est un garçon, s'il doit prendre des décisions dans son couple, dans son ménage, que chaque fois qu'il aille consulter sa maman. Mère. Donc, il faut aussi que cet attachement ne dure pas trop, que ça soit vraiment quelque chose de sain. Il ne faut pas que ça soit que la mère l'exploite pour combler un vide. Sinon, on aura également des troubles psychologiques. Merci à vous, Dr Doussor. Merci pour toutes ces précisions. Chers téléspectateurs, voilà qui met un terme à ce numéro de Santé Plus. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt.